Midi 14h, André Berkoff. Eh bien, vous savez, quand j'étais à l'école, et oui, ça date pas d'hier, ça, effectivement, ça me rajeunit pas. Mais voilà, on attendait la prof, parce que la prof nous racontait des tas d'histoires et tout. Et là, aujourd'hui, on n'attend pas la prof, elle est là. Et on va faire classe. Et oui, vous avez tous fait classe, hein. Vous avez tous fait classe, mais là, c'est vos petits-enfants, ou vos enfants, vous-même, hein. Qui ne se rappelle pas de ces années d'école? Eh bien là, la prof, elle est là, elle s'appelle Ophélie Roch, elle a écrit Anti-sèche d'une prof pour survivre à l'éducation nationale. Et je peux vous dire, parce qu'elle est là, elle a bien survécu. Enfin, jusqu'à présent, ça a l'air plutôt d'aller. Elle n'est pas effectivement sur une civière, elle n'est pas du tout en soins palliatifs. Non, ça va, Ophélie Roch. Alors, vous avez écrit ce livre, Anti-sèche d'une prof, c'est paru, ça vient de paraître aux presses de la Cité. Et je trouve que c'est un livre très drôle et très instructif parce que, mais vous parlez de tout. C'est-à-dire les situations des profs, des élèves, il y a tout. Alors, depuis la sexualité à l'école jusqu'à la sécurité en passant par les gommes, les crayons, le matériel, tout. Alors vraiment, rien de ce qui est scolaire ou ne vous est étranger. Et en fait, on a envie de vous dire, bon écoutez, on va faire un petit cours d'une heure. D'ailleurs, je vous recommande, franchement, même si vous n'êtes plus à l'école, et surtout si vous n'êtes plus à l'école, lisez, parce que c'est un très joli portrait de ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je vais vous dire la première chose qui m'a frappé, Ophélie Roch, c'est que aujourd'hui on dit là, à l'école c'est fichu, c'est fini, vous avez vu, c'est la jungle, effectivement, et on sait qu'il se passe des choses terribles. Et on ne veut pas rappeler Samuel Paty, on va pas les professeurs qui ont été assassinés ou égorgés, on va pas rappeler la violence, mais enfin quand même, on vit, alors est-ce qu'on exagère, effectivement, ou ne le dirait, dans un climat de rappel médiatique violent sur l'école, et puis alors surtout on dit oui, le pédagogisme, l'enfant roi, on l'a tué, on n'apprend plus rien, transmission du savoir terminé, le niveau monte, c'est faux, le niveau baisse, etc., etc. Or, quand on lit votre livre, eh ben, c'est pas du tout ce que vous dégagez. Alors dites-moi, c'est vous qui vous trompez ou c'est les autres qui se trompent? Ah non, ça peut pas être moi qui me trompe, ça, je refuse de croire ça. Non, en vrai, c'était pas déjà ce livre, c'est un peu étonnant de la manière dont il a été fait, parce que c'était pas une volonté de ma part. C'est à force de raconter un peu des anecdotes à droite et à gauche que des gens ont dit, ah, mais ça serait sympa si tu pouvais un peu, je sais pas, les condenser, les choses comme ça. Des amis, à qui vous parliez? Des amis, en disant, c'est quand même rigolo. Et des amis qui étaient pas profs, d'ailleurs. En général, c'était souvent des gens qui ne travaillaient pas dans le milieu, qui trouvaient ça incroyable ce qui se passait, ou tout simplement drôle. Ouais. Et c'est vrai que c'est cette drôlerie en fait qui m'a donné envie de faire le livre, parce que je voulais pas faire quelque chose qui soit un recueil d'anecdotes. Ça aurait pu être valable en soi, je pense qu'il y en avait suffisamment pour faire plusieurs tomes. Ouais. Mais je voulais faire un livre qui partent de chiffres concrets, c'est-à-dire que le livre est basé sur des rapports un petit peu pénibles, entre guillemets, les rapports d'État, sur des rapports où j'ai lu comment est le bâti scolaire en France, quel est l'état des climatiseurs. Oui, c'est intéressant. Enfin, voilà, vous parlez des tables, des bureaux, c'est vraiment tout, un truc du concret, et parce que je pense que trop souvent les gens en fait ils oublient cette partie-là. C'est vrai que souvent on se concentre sur les problèmes et on regarde même pas un petit peu ce qui nous entoure. Or l'école c'est quand même quelque chose où on passe quasiment, alors pour les élèves 8 heures par jour, pour les professeurs parfois un peu plus, un peu moins selon les journées, mais c'est quand même intéressant de partir de ce bâti, de partir de ces petits objets du concret qui finalement, une gomme, c'est jamais qu'une gomme avec un élève. Et c'est ça que je voulais un petit peu dire dans le livre, c'est partons de chiffres, voilà, officiels, précis, sérieux, précis, et derrière ça, derrière ce sérieux et cette précision, mettons la vie en fait. Parce que une chaise, c'est pas qu'une chaise. Une chaise, est-ce que c'est une arme de défense qu'un élève va utiliser contre un autre? Est-ce qu'une chaise, ça va être un moment où elle va servir un petit peu de balançoire? Est-ce qu'une chaise, elle va avoir 50 chewing-gums collés sous elle? Est-ce qu'une chaise, elle va tout d'un coup se rompre en plein cours? Oui, Est-ce que, par exemple, pour une petite anecdote, vous voyez, une chaise, dans certains établissements, ils nous mettent une chaise de professeur, c'est-à-dire qu'il y a un petit coussin, il ne faut pas non plus chercher trop loin, mais bon, on est loin du fauteuil de Gérard Larcher, mais on a quand même un petit coussin, si vous voulez, pour un peu... Je précise que Ophélie Roch a peu de choses du point de vue distribution de cellules avec Gérard Larcher, je le dis en passant. mais alors c'est intéressant, et vous parlez aussi, vous dites regardez la salle des profs, c'est tout le monde évidemment fantasme quand on n'a jamais été prof sur la salle des profs, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, vous dites pas grand-chose, quoi. Non, c'est un petit peu en fait un espace de... Mais c'est comme en fait, je pense que les professeurs n'ont pas quitté parfois le statut
d'élèves en fait, c'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu exactement la même chose que dans une cour de récré version salle des profs, c'est-à-dire qu'on ne parle pas exactement des mêmes choses, mais comme partout il y a des potins, comme partout qui prend du café, qui prend du thé, qui va voler dans les casiers des autres, enfin c'est exactement finalement le même microcosme qui fait que moi quand c'est une reconversion, ça n'a pas été une vocation le métier du professorat, et c'est pour ça aussi que j'ai un regard amusé dessus, c'est que c'est un regard qui est plein de tendresse, mais aussi voilà, j'ai pas été illusionnée par le métier. Mais alors justement, racontez qu'est-ce que vous faisiez avant et qu'est-ce qui vous a amené à dire tiens, je veux devenir prof, parce qu'aujourd'hui on dit oulala, prof c'est très compliqué, non croyez pas, etc. Expliquez-nous, vous étiez dans... Moi j'avais fait les classes préparatoires littéraires, après j'avais fait l'école du Louvre, et c'est au moment de travailler dans le milieu un peu du marché de l'art, je me suis aperçue qu'il manquait une veine sociale, une veine que je connaissais par oui dire, parce que ma maman me racontait souvent ses journées de travail et elle travaillait dans le social, donc du coup j'avais plein d'anecdotes, et quand j'ai commencé à travailler je me suis dit mais c'est bien cette fréquentation des œuvres d'art, je l'aime beaucoup, et c'est des moments que j'ai beaucoup appréciés et que j'apprécie toujours, d'aller voir un musée, d'aller voir une expo, mais en fait il n'y avait pas le social, il n'y avait pas le côté humain, et en fait je trouvais que mes journées étaient quand même assez vide en fait, assez creuse. Il manquait finalement un petit peu le rugueux de l'humain. Et c'est vrai que je me suis dit, mais si je veux tenter une reconversion, il faut le faire avant qu'il soit un peu trop tard, parce que je pense que c'est très compliqué de devenir prof à 40 ans du jour au lendemain. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai un peu quitté les allées un peu feutrées des galeries. Et des vous avez suivi donc des études pas du tout. Pas du tout. C'est du jour au lendemain, on m'a dit j'ai en tant que contractuel, j'ai postulé tout simplement un CV. Un diplôme spécifique. J'avais des diplômes, donc j'avais des masters qui faisaient que en effet j'étais potentiellement apte à devenir professeur, mais l'académie, alors c'est le rectorat de Versailles qui m'a dit ok, on vous prend, et j'ai eu la réponse le jeudi comme quoi j'étais prise, et le vendredi j'avais une affectation dans un lycée professionnel du Val d'Argenteuil. Donc il y a pas vraiment c'est du jour au lendemain. Même pas, c'est 24 heures, on vous appelle, on m'a appelé le matin en disant est-ce que vous êtes disponible l'après-midi, ça y est, ça commence. Donc effectivement vous aviez un regard extérieur déjà. Mais je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Et se jeter dans le bain, ça a été dur ou pas? Ah oui, quand même. En fait, je vais répondre en deux temps. Ça a été dur parce qu'on fait mal le métier alors qu'on veut bien le faire. Parce qu'en fait, on n'a pas les codes et qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire être professeur. Parce que finalement, créer les cours, c'est la partie la plus simple. Le problème, c'est pas créer les cours, c'est comment on les explique, comment on gère une classe. Comment on transmet, comment on gère une classe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et c'est toutes ces petites choses-là qui font qu'en fait, on est confronté du jour au lendemain à un métier qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, et c'est aussi aberrant finalement que si quelqu'un voulait devenir médecin et que du jour au lendemain, on disait tiens, opère. Oui, enfin, on le ferait pas, ça, franchement. Alors on le ferait pas, et pourtant on confie nos enfants à des gens, vous voyez, qui n'ont pas forcément, qui ont plein d'envie de bien faire. Moi, souvent, je trouve que les contractuels, ils arrivent avec une vraie envie de bien faire. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il faut des années de métier pour bien enseigner, ou espérer bien enseigner. Et c'est vrai que je pense vraiment que la première année, on est plein de dynamisme, et je pense que ça compense plein de faiblesses. Je pense que parce qu'on a l'envie de bien faire. On a l'énergie, on a l'envie de bien faire, et du coup, quand ça marche pas, on se dit pas c'est la faute des élèves, on se dit ah mince, j'ai pas dû bien faire. Donc en fait, d'un côté, je pense que ça aide à avoir une entrée dans le métier qui soit une entrée en fait qui soit à la fois rude et en même temps souvent plein d'enthousiasme. Il y a souvent ces deux catégories, ces deux sentiments en fait qui se complètent, et ce qui fait en fait que ça aide à passer la transition de ce qu'est un professeur entre guillemets. Et ce qui est intéressant dans votre livre d'ailleurs, c'est que vous avez tout de suite pris en tout cas le parti pris de votre livre, c'est vraiment le quotidien. Oui. Et alors vous racontez effectivement, vous commencez, d'ailleurs c'est bien parce que l'école c'est toujours comme d'autres l'auberge espagnole du fantasme ou des fantasmes. Hein. Par exemple, effectivement les foutriens, 16 semaines de vacances. Hein, c'est vrai, on se dit mais c'est bien quand même le prof, ok d'accord, ils sont peut-être pas payés comme des PDG, mais enfin 16 semaines de vacances, 4 mois, c'est formidable, qu'est-ce qu'on aimerait faire ça? Et vous vous dites c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué. Alors bien sûr, je vais pas sur les 2 mois de vacances d'été. C'est sûr qu'on a le temps de se reposer quand même. Même si, attention, quand vous êtes professeur, on n'est pas en vacances le 1er juillet. Hein, on est souvent en vacances, et de plus en plus tard, on quitte souvent avec les examens qu'on doit. Mais vous ne reprenez pas forcément début septembre. Alors si, on quitte à peu près le 14 juillet.
Et on reprend même, par exemple, l'année dernière, je me souviens de la date, c'était le 31 août, et l'année d'avant, c'était le 30 août. Donc vous voyez. Donc un mois et demi, vous dites ça fait. Un mois et demi. Après, un mois et demi, soyons francs, ça laisse quand même le temps de se reposer un peu. Sûr. Par contre, sur les vacances qui sont les vacances un peu intermédiaires, on appelle les vacances scolaires. Voilà, les vacances, les 15 jours par-ci par-là, c'est c'est quasiment tout le monde. En fait, c'est là où vous corrigez les copies, vous faites les cours, vous changez les séquences. Faut pas croire une séquence qui marche pas. Par exemple, avec une classe, on va pas la refaire à l'identique. On va dire, là, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Il faut quand même faire les choses. Mais est-ce que, alors, justement, Ophélie Roch, je suis sûr que vous faites ça avec conscience professionnelle sans défaut. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se disent, comme partout, et pas que les professeurs, oui, écoute, ça marche pas très très bien, mais je vais continuer comme ça, je veux pas m'amuser pendant, par exemple, mes 15 jours de vacances de Pâques ou de Noël, du Nouvel An, à refaire complètement le logiciel, en fait, je pense que ça, bien sûr, il y en a qui doivent faire ça, mais j'ai envie de vous dire, ceux qui, en général, ont tendance à faire ça comme ça, c'est aussi parce que ce sont des professeurs qui ont beaucoup d'expérience derrière eux et de bouteilles, et que d'une certaine manière, ils peuvent se le permettre. Vous voyez rarement, mais honnêtement, et je dis pas ça, Dieu sait que la profession a aussi plein de défauts, mais je n'ai jamais vu, pourtant j'ai pas mal bourlingué d'un établissement à l'autre, mais je n'ai jamais vu un jeune professeur dire je ne fais rien pendant mes vacances. C'est souvent eux qui en font. Alors c'est pas forcément mieux parce que c'est souvent eux qui en font trop, qui veulent trop bien faire, qui veulent absolument faire tout au mieux et qui se mettent finalement dans des états de transe pas possible parce qu'ils n'ont pas finalement fait la mise en page adéquate. Donc j'ai envie de dire, ceux qui se permettent peut-être de prendre des vraies vacances, c'est ceux qui savent faire exactement le métier, qui ont déjà des cours qui sont d'une année à l'autre peaufinés et qui, oui, peuvent se permettre, bien sûr. Encore une fois, c'est pas non plus le bagne, ce métier, sinon je n'y serais plus après 7 heures. C'est clair. Alors 7 ans justement, et vous avez fait plusieurs établissements, il faut le dire. Et alors justement, on va rentrer juste après cette petite pause, on va rentrer dans le vif du sujet, dans l'inventaire, pas tout, parce qu'il nous faudrait 5h30 et plus. Mais c'est très intéressant parce que vous prenez vraiment des angles et des entrées qu'on ne prend pas d'habitude. Et on va en parler tout de suite. Alors tous en classe, alors préparez, asseyez-vous bien, puis du silence, y compris ceux qui sont au fond de la classe. On sera au tableau, Ophélie Roch est au tableau, et je vous demanderai la concentration la plus totale. Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h. André Bercoff. Alors écoutez bien, c'est intéressant. Ça va vous ramener, allez, je dis pas de la maternelle, mais du collège au lycée, avec Ophélie Roch, non pas rock'n'roll comme certains pourraient le croire, mais tout. Alors écoutez, elle aborde tout. J'ai envie presque de vous lire la table des matières. Je vous dis, elle va juste comme ça, rapidement, très rapidement. Elle va de la machine à café au kebab, en passant par les micro-ondes et la purée, en passant par les sanctions, en passant par le bâti scolaire, la décrépitude, les toilettes, le silence des toilettes le soir au crépuscule, et ça va la petite délinquance qui peut devenir grande, ça va les environnements technologiques de haute volée, évidemment on arrive presque à l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux bien sûr, les films X, tout, il n'y a pas de problème, jusqu'à Parcoursup, franchement, rien de ce qui est scolaire, je l'ai dit, ne lui est étranger. Et en fait, c'est le parti pris, c'est ça, Ophélie Roch, vous dit dire, au fond, quand vous parlez, par exemple, des tables, des chaises, quand vous parlez de la nourriture, quand vous parlez de la cantine, quand vous parlez de tout cela, vous voulez dire, attendez, il y a un quotidien, ce quotidien n'est ni paradisiaque, ni l'enfer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on peut très bien passer des moments très plaisants avec des tables qui dysfonctionnent. On en rigole avec les élèves. Moi, je me souviens d'une fois un élève où j'étais dépitée parce qu'il y a un rétroprojecteur qui ne fonctionnait pas. C'est rare que je les utilise, mais quand j'aime les utiliser, on aimerait que ça fonctionne. Bien sûr. Et le gamin s'est levé, il a tapé 2-3 fois dessus en disant « Voilà, c'est pire qu'un rétro du bled ce truc !» Et il fait « Vas-y, je vais vous en rapporter un !» Et j'ai dit
Sérieusement, tu en aurais Enfin, je veux dire, on en rigole. Moi, je suis assez marquée parce que comme j'ai pas mal vadrouillé finalement d'un établissement à l'autre. Aussi bien du public et du privé. Voilà, c'est ça. J'ai vu des établissements flambant neufs avec des salles même de petites, des petites salles de box privatisées pour les élèves qui voudraient enregistrer un petit peu comme là on fait, c'est-à-dire des petits journaux étudiants, des petites radios, des trucs high-tech, et j'ai vraiment vu des établissements où en effet on n'a pas de chauffage, et puis moi cette année il y a quand même un enfant qui a failli se prendre un bout de plâtre qui s'est détaché du plafond en plein dans mon cours. Dieu merci, l'enfant n'a rien eu, mais ce que je veux dire c'est que l'environnement de travail, en fait, c'est pas vrai que ça influe pas sur le quotidien. On peut le prendre comme une blague, et souvent on le prend comme ça, mais quand vous voyez des enfants qui sont dans des environnements qui sont j'ai envie de dire quasiment professionnel, avec des normes, avec des choses high-tech qui fonctionnent, et que vous voyez après des établissements qui sont complètement, mais parfois on est presque abandonné. Enfin, mais non, mais dans certains c'est pas presque. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi? Moi, je me souviens une fois où j'ai pris, je l'ai pris en photo, par exemple, cet atelier, parce que j'en revenais pas. Certaines classes sont particulières à certaines matières. Je pense notamment aux classes de physique-chimie. Vous savez, c'est celles avec les baquets un petit peu pour que les enfants fassent des expériences. Ces salles-là, en fait, dans un établissement où j'étais, je peux pas vous expliquer le degré de décrépitude, si ce n'est de vous dire que les murs étaient verts de moisissure, que le plafond était, mais c'est même plus de la pierre qu'on voyait, enfin on sait pas ce que c'était, il y avait des boues humides, ils ont essayé de rafistoler ça comme ils pouvaient, les bacs étaient ébréchés, les chaises, il y a vraiment des professeurs qui ramenaient des chaises aux enfants, qui se cotisaient pour payer. Enfin, je veux dire, tout était en lambeaux pratiquement. Tout était en lambeaux parce qu'en fait c'était un établissement qui aurait dû fermer et qui finalement durait, sans compter les classes qui sont dans des, parfois vous savez, les petites baraques de chantier. Ce qu'on appelle les choses qu'on met temporairement. Oui. Et le pas des containers, des simili-containers et compagnie. Et qu'on a des classes parfois qui sont à 45 degrés là-dedans, et que ce provisoire, les AGECO, et que ces provisoires durent parfois 4, 5, 6 ans. En fait, bien sûr que l'enfant il étudie pas de la même manière, et bien sûr que le professeur n'enseigne pas de la même manière. Moi, je pense que les enfants sont pas bêtes si ils sentent que l'État ne leur accorde pas un minimum financier. Comment vous voulez aussi qu'ils prennent leurs études au sérieux, ces enfants-là? C'est compliqué. On peut se poser la question. Et donc, justement, parce que vous renvoyez, presque dans le non-dit de votre livre, vous dites les choses sont plus compliquées, plus complexes. C'est pas blanc et noir, c'est pas manichéen, quoi. Et votre livre n'est pas manichéen. C'est en cela qu'il est intéressant. Mais justement, est-ce que, votre expérience, quand vous l'avez eu, grosse différence entre le public et le privé? Ah oui, mais moi je vais vous dire une anecdote. Moi, donc j'ai fait 3 ans dans le public et j'aimais ça. Mais comme j'étais contractuelle, le rectorat gère très très mal ces contractuels. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais sur 4 établissements à la fois. J'avais plus de 3... 4 établissements à la fois. C'était une catastrophe. J'étais forcée de faire du latin alors que j'en avais jamais fait. Et donc en fait à un moment je m'y retrouvais absolument plus du tout. Là le plaisir d'enseigner il est dur quand vous devez faire plus de transport que de cours dans la journée tellement, et puis vous êtes rincé, vous êtes exténué. Donc à un moment je me suis plus sentie bien et j'ai dit là j'ai envie de passer mon CAPES, mais je vais du coup le passer dans le privé. Voilà, parce que ça je veux plus vivre ça. Mais quand j'ai été dans le privé, c'est-à-dire quand au bout de 3 ans de public, j'ai basculé dans le privé. Mais en fait, je crois que c'est moi qu'on devait réadapter et rééduquer, parce que moi, je suis arrivée avec des codes du public, c'est-à-dire quoi, en fait? C'est-à-dire un enfant qui chuchote potentiellement, il peut finir par arracher le rideau, donc il faut être un peu réactif. On peut pas être mou. Et en fait, je me suis vous dire que c'est intéressant. Dans le public, ici, chuchote, il peut aller beaucoup plus loin. Mais bien sûr, mais moi, j'ai eu des élèves qui... moi, sincèrement, moi, dans le public, et comme on est qu'entre jeunes, et qu'on ne connaît que finalement l'expérience de nos collègues qui sont comme nous dépassés, on a l'impression que c'est la normalité. Donc faire que 10 minutes de cours et 50 minutes de gestion de classe, moi je trouvais ça normal en fait. Enfin, je me suis dit c'est ça être prof en fait de nos jours, c'est ça. Bon ok. Mais attendez, mais c'est quand même assez. Enfin, je dis pas terrifiant, mais c'est-à-dire que vous faut être 10 minutes de vrai cours et 50 minutes, faut tenir le truc. Pas tout le temps, mais souvent. Non, mais quand même. Souvent, mais c'est énorme. Souvent quand même. Surtout, j'ai envie de vous dire, si vous avez le malheur
d'avoir des cours en fin d'après-midi. Là, c'est sûr que vous avez que 10 minutes de cours et 50 minutes de gestion de classe. Ouais. Et puis, c'est des 50 minutes de gestion de classe parce que aussi, on a des enfants qui ne sont, comment dire, qui ne peuvent pas s'arrêter. Moi, je pense à tous ces établissements du public qui regorgent de pépites. Le problème, c'est que ces 30 enfants, il y en a 25 qui sont des élèves dits traditionnels. Ouais, et puis, on a des enfants qui, en fait, ne devraient pas être à l'école, soit parce qu'ils ont une violence extrême qui devrait être soignée, mais on n'a pas d'argent pour les soigner. Pourrissent complètement le tout. Faut le dire. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça vous suffit. Vous savez, il suffit parfois. Moi, je me souviens d'avoir poussé parfois des oufs de soulagement, et mes collègues aussi, quand on apprenait que tel enfant n'était pas là. C'est trop bien, il est pas là, mais c'est génial, on va faire cours à peu près normalement. Parce qu'en fait, il en suffit d'un, et puis il y en a des ténus aussi, les enfants. Moi, je n'ai pas, j'ai une vision du métier qui, j'espère, est la plus, la plus sincère possible. Donc je pense que beaucoup d'enfants sont adorables, mais je pense aussi que certains sont déjà perdus, en fait. Et je pense que ce n'est pas une grossièreté que de dire que certains individus sont perdus, parce que c'est pas parce que eux le sont que ça veut dire que le reste. Mais oui, sauf que si on les laisse faire, ceux qui sont perdus, ils vont baisser le tout. Enfin, on va en parler, on va continuer à en parler après cette petite pause. Ophélie Roch, anti-sèche d'une prof, et 0826 300 300 si vous voulez intervenir. Vous savez, tout le monde a été et ou sera gaulliste, tout le monde a été et ou sera enseignant, en tout cas, ou peut-être sera pas, mais a été élève ou professeur. Donc on va continuer d'en parler et c'est passionnant. À tout de suite. Sud Radio à midi 14h. André Berkoff. Eh bien, bienvenue sur les bancs de l'école du 21e siècle. Écoutez, j'ai même rencontré un prof heureux. Voilà, Ophélie Roch, écoutez, non, ça ne m'arrive pas souvent. J'ai pas honte de le dire. Et voilà, en général, on dit, non, c'est pas possible, c'est terrifiant, là, vous pouvez pas savoir, c'est devenu, mais c'est même pas l'Ukraine, c'est devenu Beyrouth, c'est devenu terrible, les champs scolaires, vous dites non, c'est beaucoup plus, ça va, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vont. Cela dit, quand vous me dites, effectivement, quand on revient 10 minutes d'enseignement et 50 minutes ou 40 minutes de gestion, c'est un peu embêtant, ça, quand même. Je pense que c'est une question de caractère, c'est-à-dire que je pense que c'est un métier, si on l'envisage comme une souffrance, c'est-à-dire qu'en effet, chaque cours qui ne se passe pas bien, c'est quelque chose qui, pour vous, devient... S'ils sont marqués, on est marqués, voilà, tout ça. En disant, ça, en effet, je pense que c'est un métier où il faut partir le plus vite possible, parce qu'on n'est pas bon, et les élèves, en fait, pour eux, c'est pas grave non plus. Par contre, si on arrive à avoir un peu de détachement, alors peut-être que le détachement, peut-être que là, pour l'instant, j'arrive encore, et que dans 3 ans, je n'y arriverai plus, hein, je ne dis pas. Mais je pense qu'il y a un moment, on se dit, bon... Le jour où je n'arrive plus du tout à sourire de rien, le jour où chaque chose devient que grave. Alors il y a des choses graves qui ne font jamais sourire, mais il y a des choses qui parfois sont de l'ordre du embêtant, mais quand même derrière l'embêtement on fait c'était drôle quand même. Ok, il a un peu arraché la tringle des rideaux, mais quand même sur le moment il y avait un truc. C'est bien, j'ai bien aimé votre comme ça, c'est très très bien. Maud, je crois qu'on a un ou une auditeur. De parole là. C'est Claude qui appelle de Lyon. Julien. Non, tout va bien. On donne la parole à Claude. Alors Claude. Bonjour. Bonjour Claude. Bonjour. Alors Claude, femme. Claude, femme. Eh bien, voilà. Cher Claude, vous appelez de Lyon. Et alors, vous êtes prof, vous avez été élève, dites-nous tout. Alors, tout, cher ami. J'ai forcément été élève. J'ai d'abord travaillé dans le privé, puis après, je suis venue enseigner parce que c'était une évidence pour moi dès ma sortie, dès les études, dès la terminale. Mais j'avais pas aimé la réponse d'un de mes profs quand je lui ai demandé. Voilà, j'hésitais entre aller d'abord travailler, puis après devenir prof. Et vous êtes devenu prof. Ouais. Et non, en fait, j'ai travaillé d'abord parce que sa réponse, en fait, comme il n'avait jamais travaillé, connu le monde du travail, il n'avait pas su me répondre et ça m'avait beaucoup énervé. Ouais. Et écoutez, Ophélie Roch a fait la même chose. Vous voyez, elle était dans le privé et puis voilà. Mais c'est une richesse en fait parce que moi, je suis dans un enseignement en plus professionnel, donc ce que j'enseigne, je l'ai vécu et ça apporte quand même une richesse, en tout cas dans l'aisance qu'on peut avoir sur l'analyse d'un référentiel et sur la transmission d'un savoir et d'un savoir-faire. Donc c'est
c'est vraiment un plus. Et quand j'écoutais Madame Rock, je me suis reconnue forcément sur plein de choses et comme elle a raison de parler, d'expliquer que tout le travail qu'on fait en dehors et en plus parfois on travaille en co-enseignement, donc on est sur des projets parce qu'on est sur beaucoup la problématique des projets, mais travailler en mode projet, mais c'est du temps. C'est du temps de concertation, c'est du temps de mise en œuvre. Nous, on travaille avec des professionnels. Enfin, les gens ne s'imaginent pas. Parfois, vous savez, je me dis, ah mince, j'étais plus heureuse quand j'étais commerciale, ou en tout cas, j'avais moins de nœuds au cerveau. Voilà. On peut être très vite en surcharge mentale. Après, c'est un métier où la relation humaine, et c'est ce qu'elle a soulevé, qui est vraiment, quand ça passe bien avec les élèves. Enfin, c'est vraiment une relation et on arrive à faire plein de choses. Mais on est quand même là, faut pas l'oublier. Hein, le système s'appelle Éducation nationale. Moi, je maintiens on fait beaucoup d'éducation, quel que soit l'âge. Moi, je suis en post-bac. Mais vous savez, Claude, c'est le grand. D'abord, je voulais vous dire une chose simplement. Il vaut mieux avoir beaucoup de nœuds que pas de nœuds du tout dans le cerveau. C'est quand même préférable. Et puis, deuxièmement, vous savez, mais justement, et je voudrais qu'Ophélie Rock s'exprime là-dessus. Mais vous savez que beaucoup de gens se disent oui, mais justement, l'école n'est pas là pour éduquer, l'école est là pour instruire et transmettre. Il faudrait revenir à un ministère de l'Instruction nationale. Je l'entends beaucoup ça dans des débats, etc. Vous en pensez quoi, Ophélie Rock? Est-ce que l'école est là? Alors c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, idéalement, elle a été construite, pour instruire, mais c'est de nos jours, il faut bien, il y a bien parfois dans certains milieux, dans certaines zones, périmètres scolaires, heureusement qu'il y a des profs qui éduquent aussi. Qui éduquent, alors c'est peut-être pas forcément ce qu'on souhaite faire à la base, mais en fait, c'est aussi une partie du métier qui est intéressante, c'est-à-dire que le problème, encore une fois, c'est que moi, je veux bien qu'on soit éducateur scolaire, mais dans ce cas-là, pas dans des classes de 30, pas dans des classes de 32 et pas dans des classes de 35. Et si vraiment vous voulez qu'on éduque les jeunes, il faut mettre aussi des moyens et des formations humaines et pas simplement vous envoyer de temps en temps dire oui, mais là, vous avez une formation pour apprendre à faire un PowerPoint. On s'en moque de ça. C'est pas ça qu'on a besoin, en fait. Et en effet, pour l'instant, je pense que l'éducation nationale, si elle s'appelait instruction nationale, si maintenant qu'elle m'en tirait. Pour le coup, il vaut mieux la laisser telle qu'elle, j'ai envie de dire. Oui, absolument, oui. Claude, vous êtes d'accord avec ça? Alors, la nuance que je mettrais, c'est que quand on a une classe, on est un mini-groupe social. Donc, il y a forcément un apprentissage de règles, ne serait-ce que pas parler tous en même temps. Quand on rentre, on dit bonjour. Moi, la première, je rentre dans la classe, je regarde mes étudiants et je leur dis bonjour. Je ne peux pas commencer un cours sans ça. Donc, je veux dire, c'est diffus. Il s'agit pas de faire de l'instruction, et ça, je suis d'accord. Mais on a quand même un rôle, et c'est dommage. Transmission du savoir, quand même. Oui, et puis du savoir-être. Du savoir-être, bien sûr. Voilà, il faut gérer ce groupe, et même entre eux, il faut qu'ils apprennent à se gérer, et eux par rapport à nous. Donc, et puis elle a raison, en fonction des milieux sociaux, certains ont un peu plus besoin d'éducation que d'autres. Et toute la difficulté, c'est que moi j'ai beaucoup d'étudiants qui n'ont pas le niveau. Mais la réalité, alors bien sûr, en tant qu'enseignante, j'aimerais avoir que des étudiants qui ont le niveau, mais quand même la réalité, moi je les ai 2 ans, un étudiant que j'accueille en première année, qui a peut-être pas le niveau, mais il est plus pareil au bout de la 2e année. Donc il y a quand même cette dimension, effectivement. Eh oui. D'accord. C'est déjà des petites victoires, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai ce qu'elle dit, c'est des petites victoires. Parfois, on se dit, on peut pas amener forcément tout le monde, parfois, à l'obtention d'un diplôme, mais c'est pas pour autant que rien n'a été fait. Et que l'enfant n'a rien appris pour autant, en fait. Et c'est intéressant. Alors justement, vous avez dressé, en fait, Mademoiselle de Scudery avait écrit la carte du tendre pour les amoureux de la grande époque. Et vous, Ophélie Rock, vous écrivez la carte du tendre scolaire. Quand je dis tendre, c'est pas toujours tendre, bien sûr. Mais justement, il y a tout. Il y a vraiment tout. Par exemple, vous voyez, regardez, je prends votre livre. Tu n'es pas censé porter des lunettes? Si. Tu n'aimais pas? Non. Et pourquoi ça? Je sais pas, j'aime pas, c'est tout, c'est moche, ça me fait une drôle de tête. Tu arrives à avoir 100? Pas vraiment. Mais tu les portes pas quand même? Non. Mais tes parents sont au courant? Wesh, n'allez pas le dire à ma mère. Bien sûr, j'ai dit à la maman. C'est les enfants, en fait, on vit avec eux. Enfin, moi, je vois qu'il y a parfois il y a des élèves, on les voit avec des
des pathologies un peu visibles, où on voit que leur santé décline, leur santé reprend, on voit qu'ils ont des problèmes familiaux, il y a des choses comme ça. Je pense que sans aller jusqu'à... Sans aller, vous êtes au courant de leur vie à l'extérieur. Et ils sont aussi parfois au courant de la nôtre de manière indirecte. C'est-à-dire que on vit pas, si vous voulez, on vit avec de l'humain. Et bien sûr, un enfant qui vient et qui sait, je sais pas, qui a le bras dans un plâtre, vous n'allez pas commencer le cours en disant, bon, en le regardant... Sans poser des questions. Et sans dire, bah alors... Enfin, c'est pas aller c'est pas fouiller l'intime d'un élève, c'est aussi lui dire mais j'ai vu que t'avais un truc un peu différent et qu'est-ce qui t'est arrivé, comme eux parfois le matin quand ils vous voient arriver avec la mèche un peu de travers et pas de maquillage en disant réveil compliqué ce matin. Oui, bah oui, ça se voit. Mais je veux dire, c'est pas, encore une fois, c'est pas parce qu'on interagit un peu sur des éléments visibles de notre vie que c'est copiné. En fait, c'est ça qui aussi fait la beauté du métier. C'est aussi, ce sont des êtres humains qui ont, qui sont comme nous, qui ont leur bonheur, leur malheur. Et nous, on est là pour faire cours. Et ça ne veut pas dire qu'il faut axer son cours sur l'humeur d'un élève. Ça veut dire aussi qu'il faut parfois s'adapter pour regarder, en fait, à ne pas, en fait, rajouter une charge d'inhumanité sur des situations qui sont parfois déjà très compliquées. Oui, compliquées, oui, c'est ça. Mais ça, c'est effectivement faut porter l'humain en soi pour faire ça, effectivement. Et c'est très intéressant parce que, alors justement, vous parlez aussi, parce que vous avez toutes les entrées, moi j'ai cherché à savoir, j'ai dit, je vais la piéger quand il y a quelque chose où elle n'a pas, les parents d'élèves. Oui. Comment ça se passe alors, les parents d'élèves? Écoutez, c'est très... On parle beaucoup de ça, on dit avant, en 2 mots, le cliché, c'est avant, effectivement, quand la prof parlait, les parents se retournaient contre l'élève. Maintenant, au contraire, ils se retournent contre la prof, etc. Alors, encore une fois, ça dépend vraiment, vraiment des établissements. Il y a des établissements où les parents restent des alliés. Il y a des établissements où c'est beaucoup moins vrai. Globalement, moi, je les trouve quand même... Enfin, ça fait 7 ans que je fais ce métier. J'ai jamais eu, si vous voulez, un parent qui aille vraiment trop loin. Je sais que j'ai des collègues, en revanche, qui ont eu la malchance de tomber sur des... Mais vous, non, ça vous est pas arrivé? Non, parce que je pense que je suis aussi quelqu'un d'assez rond. C'est-à-dire que quand on me rentre dedans, en fait, je m'en moque un peu. Donc je pense que ça désarme. Vous réagissez pas violemment, quoi. Non, ça me fait sourire en fait. Enfin, donc je pense aussi que, mais par contre, il y a aussi des cas. Enfin, moi j'ai eu des collègues qui ont été vraiment pris à partie violemment par des parents lors, par exemple, des réunions parents-prof avec des insultes qui sortaient de nulle part. On a des parents de mauvaise foi aussi. Ça, on en a beaucoup, des parents de mauvaise foi. Ah ben mon enfant, non, mais c'est en fait. Non, il n'a pas vraiment giflé cet enfant. Vous voyez, dans son geste, il y avait plutôt une caresse Non, à un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais bon, voilà, j'ai pas eu de cas, si vous voulez, gravissime là-dessus. D'accord. Et donc vous dites vous que au fond, encore une fois, c'est vraiment, ça transparaît dans votre livre. Moi, c'est ça aussi qui est intéressant. Vous ne donnez pas une image soit d'apocalypse, soit non plus d'angélisme vraiment généralisé. J'ai presque envie de dire c'est l'apocalypse joyeuse, si vous voulez. C'est-à-dire que oui, ça ne va pas. C'est bon bordel, quoi. Voilà. C'est voilà. Il y a des choses qui en effet font songer à l'apocalypse, mais comme à titre individuel, je ne peux pas faire grand-chose pour tout changer, vaut mieux essayer de me concentrer sur ce que moi je peux apporter en tant que personne, et le reste, ma foi, oui, je ne vais pas réparer le chauffage défectueux, je ne vais pas faire en sorte que les manuels arrivent, je peux pas faire tout ça en fait. Donc je me concentre sur ce que je peux, et le reste, j'essaie d'avoir un regard un peu distancié, un peu ironique, parce que je pense que c'est la seule manière, au fond, de ne pas partir sur j'ai envie de dire, des lamentations qui n'en finiraient plus, en fait. Oui, c'est ça qui est intéressant. Vous vous mettez pas dans le champ de l'affrontement. Non, puis je me veux pas me sentir victime non plus. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être victime de certaines choses. Il y a des choses qui sont très très graves et que, bien sûr, là, il serait légitime. Mais pour des choses qui sont de l'ordre du structurel, vous dire, oui, dans un établissement, il va y avoir ça, ça et ça comme problème. Oui, on le sait, c'est le métier. Si vraiment ça devient ingérable, il faut se poser les questions. Qu'est-ce qui m'a
Voilà, alors encore une fois, ce n'est pas le même métier que vous soyez dans tel ou tel environnement. Bien sûr. Là, j'ai retrouvé une forme d'énergie parce que je n'ai pas non plus, si vous voulez, une charge mentale d'une fatigue due à une tension extrême. Je rappelle quand même que dans certains établissements, on ne tourne pas le dos aux élèves, mais même pour écrire au tableau. Mais on envoie un élève écrire au tableau. On ne tourne jamais le dos aux élèves. Ah non, il y en a, c'est comme c'est comme si vous avez, alors ça reste c'est comme si vous avez une classe parfois qui a 5 fauves dedans. Ouais, c'est ça. Alors ils ont une petite tête de lionceau peut-être, mais ça reste quand même avec des grosses patounettes et il faut pas leur tourner le dos. Donc, et des coups de griffe etc. Moi je me suis déjà pris parfois juste à côté de moi, on entend une trousse qui claque contre un tableau parce que vous avez eu le malheur. Au départ, vous êtes bête, vous pensez qu'on a le droit de tourner le dos. Non, il ne faut pas tourner le dos. Donc c'est pas la même fatigue. Moi, quand je revenais, parce que j'enseignais un moment à Argenteuil, quand je revenais d'Argenteuil, ma mère m'avait dit ne m'appelle pas les 2 heures qui suivent la sortie de tes cours. T'es infect, t'es énervé, t'es agressif, parce que comme on se contient toute la journée, parce qu'on ne peut pas en tant qu'adulte être agressif envers un élève qui est agressif envers vous, du coup quand on sortait de là, on avait un trop plein d'énergie, on savait, voilà. Alors c'est très intéressant, on va parler justement de cette histoire d'autorité, et y compris vis-à-vis du rectorat, vis-à-vis des supérieurs. Voilà, 0826 300 300 si vous voulez intervenir avec Ophélie Roch, qui a une vision très intéressante de ce que c'est que l'enseignement, et beaucoup plus nuancé. Vous voyez, c'est pas 50 nuances de gris, c'est 50 nuances de tableau noir peut-être ou autre. Anti-sèche d'une prof pour survivre à l'éducation nationale, les presses de la cité. À tout de suite après une petite pause. Je peux vous dire que Ophélie Roch n'est pas dans tous ses états. Elle essaie de garder une vision zen dans un paysage qui n'est pas simple. Mais justement, Ophélie Roch, on a envie de vous dire, parce que et l'autorité, est-ce qu'il ne faudrait pas, parce que vous dites justement, et vous avez raison, il faut à la fois s'adapter, il faut à la fois de la diplomatie, il faut à la fois de la stratégie, etc., etc. Ça s'appelle aussi l'intelligence. Mais tout cet aspect, quand vous entendez effectivement, et quand vous sortez de là et que vous regardez peut-être de temps en temps la télé ou les médias, etc., et vous entendez cette espèce d'apocalypse now du scolaire, quoi. Vraiment, encore une fois, de l'extérieur, je dis bien, on a l'impression que... Et votre livre est rafraîchissant de ce point de vue, parce qu'il dit, attendez, c'est pas comme ça, c'est plus complexe que ça, et il faut pas... Voilà. Et vraiment, c'est votre message général. Le message général, c'est que, en effet, par exemple, ce problème d'autorité, dire il faut que le prof soit autoritaire. Ça veut rien dire de dire ça. Autoritaire comment? Par rapport à qui? Par rapport à quelle classe? Par rapport à quel contexte? Est-ce qu'il faut toujours être autoritaire? Moi, je pense surtout qu'on peut être autoritaire. Alors peut-être qu'on ne l'est pas tout de suite la première année. Je pense que la première année, c'est rare de voir un prof véritablement autoritaire. Parce que soit vous mimez l'autorité, ce qui est pire. Vaut mieux un prof à la cool, entre guillemets, mais qui dit non, toi là t'es collé, là t'as fait une bêtise. Ça marche. Le prof qui tu fais ça. Non, ça marche pas. Les enfants, ils sont pas idiots. Ils voient bien que vous avez peur. Ils voient bien que derrière cette posture. Ils vont sentir la peur. Bien sûr. Ils sont pas idiots, les enfants. Vous savez, moi, les rares fois où je suis arrivée fâchée ou contrariée parce qu'il y a eu des choses graves, je ne parlais pas. J'avais la mâchoire crispée. Les enfants, je peux vous dire, je n'ai jamais eu besoin de murmurer. C'est-à-dire que quand vraiment vous êtes en colère parce qu'il y a eu des vraies choses, vous n'avez même pas besoin d'hausser le ton. Vous haussez le ton, c'est quand vous êtes déjà finalement pas très convaincu vous-même. Des enfants qui parlent un peu, c'est très très rare quand même que vous ayez besoin... l'autorité pour moi, c'est faire preuve d'empathie tout en faisant comprendre que c'est justement parce qu'on est empathique et que c'est justement parce qu'il y a des moments d'empathie, des moments où c'est un peu plus décontracté, qu'il y a des instants où on dit non, là c'est stop. Et là je l'ai dit clairement et je ne le redirai pas. C'est stop. Maintenant c'est stop. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, quoi. Enfin, un peu voilà, ça. En disant, si vous voulez avoir face à vous quelqu'un d'humain qui de temps en temps fasse une petite blague, rebondisse avec vous, essaye, d'interagir avec vous. En fait, comme vous êtes des enfants, c'est normal, vous vous dissipez beaucoup, vous êtes un peu après comme en sous ébullition. Donc je vous laisse 5 secondes pour reprendre votre calme. Et puis après, c'est bon, le cours commence. Et sinon, si on ne peut pas le faire, et dans certaines classes, hélas, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire, parce qu'en fait, après, c'est très très compliqué de les maintenir. Et c'est là où peut-être on devient un peu plus rigide, et que peut-être que l'autorité prend des tournures un peu plus autoritaristes, c'est-à-dire,
Oui, en effet, on demande le silence, et puis mais c'est triste. Un cours qui ne se fait que sur l'autorité, moi je trouve ça d'une tristesse sans nom. C'est peut-être ça. Et ce qui est intéressant justement, c'est que et vous voyez, et votre livre apporte ça, et vous-même, c'est qu'il faut pas se dire tout l'enseignement est comme ça. Oui, comme ça, je reviens là-dessus parce que ça entraîne effectivement, et ça entraîne pas seulement aussi au niveau par exemple au niveau de la pédagogie, du pédagogisme, au niveau de l'enfant roi, au niveau par exemple on leur dit oui mais on leur enseigne plus rien, ni l'histoire, ni géographie. Là-dessus juste quelques mots. Vous savez on entend là, puis l'orthographe, puis ceci, sans parler de l'écriture inclusive. Je vais vous dire une anecdote qui m'est arrivée récemment et qui peut-être. Moi, j'étais là quand j'avais des lycéens en disant « Ah là là, vous savez pas faire un plan, vous avez du mal ». Et j'étais convaincue, et je le reste toujours convaincue, que beaucoup ne savent pas faire un plan, qu'on a du mal à leur apprendre la méthodologie. Mais à un moment, je me suis dit « Ah, c'est marrant, je tombe sur un classeur qui m'appartient de terminale ». Ouais. Et je m'attendais... Alors oui, il y avait des choses qui, en effet, c'était bien écrit, il n'y avait pas de faute. Il y avait de la culture personnelle, ce que parfois fait défaut à certains. Mais je ne savais pas faire de plan non plus. Enfin, je me suis rendu compte qu'en terminale, en fait, pourtant j'étais très bonne élève, mais en fait, le plan impeccable et parfait que je leur demandais, en fait, je me suis dit, vous ne le faisiez pas vous-même. Hein, je me dis, mais oui, mais ça, celui-là, mais je l'appliquais plus tard dans mes études. Et que parfois, je pense aussi que ce qui serait intéressant pour vraiment, si on veut, ça serait de regarder soi-même ses propres cahiers qu'on a eus, les mettre à côté. Alors oui, il y a des choses où la baisse est réelle, mais il y a des choses où on était meilleur que dans notre esprit. Mais juste un mot, il n'y avait pas quand même au Félix une culture générale. Si, ça par contre c'est vrai. Franchement, une orthographe, une culture ça c'est vrai. Quand même. Ça c'est vrai que on peut pas le nier ça. La culture générale était sans doute un peu plus vaste. Et en fait, moi, ce qui me déplaît parfois avec certains lycéens, pas avec tous, encore une fois, on peut pas généraliser, mais on a l'impression que le collégien, c'est encore une éponge, il est prêt à s'enthousiasmer pour tout et n'importe quoi. Alors que le lycéen est déjà plus blasé. Oui, c'est étonnant, oui. Ouais. Vous avez dit ça en début d'émission, même hors antenne. Être blasé à cet âge, ça me paraît étonnant. Je lui ai dit, mais moi, les lycéens, j'en veux plus, en fait. Parce que s'ils sont blasés et qu'on a face à soi 30 personnes très gentilles, qui vont moins être bruyants que des collégiens, mais qui sont blasés, vous en avez qu'un qui est vaguement intéressé, et encore, il n'est pas toujours certain d'être intéressé, mais bon. Et ben, ça, vous voyez, pour moi, c'est vraiment, ce manque de curiosité, c'est peut-être la chose que je comprends le moins dans cette génération, et j'essaie de m'intéresser à ce que même aime, je dis ah alors c'est quoi, mais la réciproque est pas vraiment là, et pourtant j'essaie d'enseigner la littérature comme si c'était vraiment regarde Maupassant, il a une vie, c'est comme ça, c'est un mec, il a fait ça. J'essaie de leur dire regardez, c'est des gens comme vous, c'est des écrits de gens morts mais qui étaient excessivement vivants et regardez leurs écrits, ils sont vivants, et c'est vrai que ça, j'ai le sentiment que en 7 ans j'ai le sentiment que ce qui marchait avec certains élèves au tout début de ma carrière le fonctionne de moins en moins. Et alors peut-être que c'est moi qui, entre-temps, me suis pas mis à la page, j'en sais rien. Je pense pas, parce que le phénomène est quand même assez général. Je pense que c'est vraiment, pour le coup, c'est cliché, bateau de lien. Mais les vidéos TikTok où il y a que 10 secondes de concentration et on passe à une autre, ça fait du mal quand même. Et ça, c'est indéniable. Écoutez, en tout cas, ce qui ne fait pas du mal, c'est de lire votre livre, vraiment, Ophélie Roch, Anti-sage d'une prof pour survivre à l'éducation nationale. Lisez-le, il vous ouvrira. Merci beaucoup en tout cas, merci de votre gentillesse.